cette chronique à mon très beau fils. C'est pas récent ça. Oui, un jour, Sydney me dit, voilà, je lis pas de livres et j'aimerais bien m'y mettre, mais je sais pas par quoi commencer. Alléluia, 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 Alléluia. Acte 1, Jean Vautrin. Comment Tu connais pas Jean Vautrin Oui, et ben moi, je connais pas. C'est la première fois que je lis et je m'en tape. Le cri du peuple. Pas content, pas content, pas content. Le cri du peuple, c'est d'abord le journal créé par Jules Vallès et Pierre Denis, juste avant la Commune de Paris, début 1871. Et le cri du peuple, c'est aussi un roman de Jean Vautrin. Bon, c'est un peu épais. T'inquiète pas, Sydney. C'est écrit gros. En plus, il y a la version BD. Donc si ça fait peur, tu peux commencer par ça. Une adaptation en bande dessinée avec Monsieur Tardy. 4 tomes qui démarrent le 18 mars 1871, jour d'espoir où les soldats ont refusé de tirer sur les Parisiens qui sont censés protéger, normalement la guerre c'était contre la Prusse, mais bon. Crosse en l'air donc. Et le tome 4 s'achève dans le bain de sang de la chute, l'évocation de la semaine sanglante de mai, les déportations et autres exactions. Naissance, vie et mort de la généreuse utopie inventée par le peuple de Paris. Je sais pas vous, mais moi quand j'étais à l'école, la Commune de Paris, j'en ai pas le moindre souvenir. Si, vaguement, peut-être on m'a dit guerre civile. Et puis... Tu vois, la Commune de Paris, en fait, ça a lieu en 1871, entre mars et mai. Et bien, en fait, l'année d'avant, t'as Napoléon III qui dit aux Prussiens « Ouais, tout ça, vous me parlez mal, je suis vexé, alors pistez comme ça, je vous déclare la guerre. » Et puis les Prussiens ils répondent « Ta gueule ». Et ils le maravent. Surtout que les Français ils sont plus occupés en fait à réprimer les mouvements sociaux, donc à taper sur la gueule des Français, que sur ceux des Prussiens. Enfin bref, donc capitulation janvier. En mars, ils vont démonter les canons qui sont censés protéger Paris. Alors, il y a le siège quand même encore des Prussiens autour de Paris. La population refuse. Et c'est là qu'il y a la fameuse crosse en l'air. La garde républicaine refuse de tirer sur la population. Donc c'est là que ça démarre. Il va y avoir quelques jours après des élections municipales, ce qui va être complètement invalidé et refusé par l'État français. Et c'est pour ça qu'ils vont assiéger Paris. Ils vont même se faire aider par les Prussiens. Ils étaient en guerre juste quelques mois avant contre eux. Mais entre princes, on a tendance à mieux s'entendre que du haut vers le bas, tu vois. Ouais, c'est pas hyper rigolo. Et puis en plus, le truc, c'est qu'effectivement, on sait comment ça finit, quoi. En fait, c'est comme Colombo. Tu sais dès le début, c'est qui a tué. Et puis là, au fait, c'est aussi pareil, parce que, bon, t'as tout un bordel historique, mais à l'intérieur, il y a une intrigue policière. Une autre amoureuse. Une vieille vengeance inassouvie. Des flics pourris. Notre mère, l'église, l'avait dans son impunité. Et puis, il y a des politiciens menteurs. Alors ça... Et puis il y en a d'autres qui sont droits et qui vont porter leur honneur, et pour certains jusque dans la mort. Je pense à Charles de l'Écluse, qui va plutôt, quand il sait que tout est perdu, aller au-devant des balles des Versaillais avec ses convictions pour toute défense. Ça marche pas, en fait. Et de l'Écluse n'est pas le seul personnage réel dans le roman. En fait, Vautrin mélange des personnages fictifs avec des personnages réels. Par exemple, on retrouve Clémenceau, Gustave Courbet, le célèbre peintre auteur de L'origine du monde. Le fameux Jules Vallès, journaliste, socialiste, voire anarchiste. Il y en a qui cherchent aussi. Élu pendant la Commune, grand défenseur du droit d'expression. On a aussi une Louise Michel, à qui on reproche sa laideur. Comme si la laideur avait empêché Adolphe Thiers de devenir président du Conseil. Chef de l'exécutif. Bref, femme, laide, doit la fermer. Oui, alors, moi, on m'avait dit, sois belle et tais-toi. Ok. Donc, si je résume, femme, belle ou moche,
ta gueule. Par contre, Vautrin et Tardy, eux, aiment les femmes et ils les mettent en avant. Alors on va pas se priver. Des figures de femmes visionnaires portées au combat de l'égalité, dont on n'entendra plus parler. Bah, faut pas pousser quand même, c'est des femmes. Figures de femmes outils de plaisir, la mamelle de velours, le cul affolant. Attention, le mâle pisse partout des torrents de violence pour délimiter son avoir. Femme bien dressée, harnachée dans ses soies et ses dentelles, lâchée sur sa rivale émancipée pour lui cracher le mépris de son raffinement. Femme guerrière qui refuse de mettre le genou à terre, son enfant chéri dans les bras. Elle hurle sa dignité devant les chasse-peaux, regarde droit dans les yeux le beau monde bien pensant à bout portant. Femme réduite à la reproduction. Reproduire sans réfléchir ni fléchir et fournir. Alors, pour illustrer le propos, je vais vous lire une citation d'Alexandre Dumas, fils, dans Le Figaro, à l'époque. Il parle donc des communards. Je ne dirai rien de leurs femelles par égard pour les femmes auxquelles elles ressemblent quand elles sont mortes. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours besoin de... Enfin, c'est complètement ahurissant. En fait, il leur reproche d'être des femelles, donc des sous-femmes, alors qu'à l'époque, c'est justement ce qu'on demande aux femmes, de n'être que des femelles allaitantes. Et les comidardes, elles, qu'est-ce qu'elles veulent? C'est l'émancipation, c'est être tout sauf ça. Être juste vouées à être des minettes de compagnie, des brebis bien dociles. Là. Il n'y a pas de mec. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu trouves ça tendu, là, pour une première lecture? Ouais, peut-être un peu. Et pourtant, enfin, ça se lit super facile, quoi. C'est vachement agréable, c'est...